Dans une palmeraie, aux abords de Nizwa, un homme s'avance vers une petite vanne de bois. Il l'ouvre et l'eau se met à courir vers la parcelle du voisin, à l'heure exacte inscrite sur un calendrier que se transmettent les familles depuis des générations. Personne ne conteste cette heure, personne n'a besoin de la vérifier. Elle est écrite ailleurs que sur le papier, dans une mémoire collective plus ancienne que n'importe quel document. 800 km plus au sud, sur la côte du Dhofar, dans la ville portuaire de Mirbat, un brouillard épais glisse à l'horizontale sur le flanc d'une colline qui, selon toutes les cartes, ne devrait être que désert. Une famille venue de Dubaï déballe un pique-nique dans l'herbe trempée, comme si le paysage lui-même avait changé de pays le temps d'un été. Et plus au nord, dans un atelier de Bala, les mains d'un homme tournent depuis 41 ans sur le même tour de potier. Entre ses doigts, l'argile garde cette teinte rouge-brun, exactement celle des collines qui se dressent derrière sa porte. Voici le sultanat d'Oman, 3,5 millions d'habitants environ, posé sur l'angle sud-est de la péninsule arabique, une Arabie de pierres basses et de cafés lents, où le plus haut édifice de la capitale reste, encore aujourd'hui, une mosquée. Voilà 55 ans, ce pays ne comptait que 3 écoles, 10 km de routes goudronnées et une porte verrouillée de l'intérieur. L'homme qui a fait sauter ce verrou a décidé presque seul du visage que prendrait la modernité en ces terres. Ce que nous allons parcourir, c'est un pays raconté à travers 5 décisions silencieuses. Une limite de hauteur, une mousson, une cafetière, une salle de classe et un tour de potier qui n'a jamais cessé de tourner. Commençons par le grand angle, celui d'une ville entière retenant son souffle à l'aube, avant de descendre peu à peu jusqu'au geste d'une seule main sur une motte d'argile. Il est 6 heures du matin à Mascate. Le bruit le plus fort de toute la ville, c'est une voix. L'appel à la prière s'élève d'un unique minaret couleur d'os, et la cité en dessous demeure immobile quelques secondes de plus que ce qu'on attendrait d'une agglomération d'1 600 000 habitants. Chaque ligne de toit visible à l'œil est blanche, ou de ce beige pâle que devient le blanc lorsque le soleil n'a pas encore franchi le promontoire. Et aucune de ces lignes de toit n'atteint la hauteur du minaret lui-même. Un balayeur traverse un carrefour désert, une camionnette tourne au ralenti devant une boulangerie. La lumière n'a pas encore choisi la couleur qu'aura cette journée. C'est la capitale du sultanat, et elle n'a pas de ligne d'horizon faite de tours. La raison en est inscrite dans les textes. Dans les années qui ont suivi 1970e, la hauteur des constructions dans le centre de Mascate a été plafonnée à un nombre restreint d'étages dans la plupart des quartiers, avec de rares exceptions soumises à approbation. Aucune tour commerciale de la capitale n'atteint la hauteur du plus haut minaret du pays, celui de la grande mosquée du sultan Qaboos, qui s'élève à environ 90 mètres. La palette de couleurs de la ville, le blanc, l'ivoire, cette teinte d'os patiné par le temps, est elle aussi codifiée dans le même règlement. Une capitale entière tenant en un seul paragraphe de loi. L'homme qui a signé ce paragraphe s'appelait le sultan Qaboos Ben Saïd. Il avait pris le pouvoir en juillet 1970e, lors d'un coup de palais presque sans effusion de sang contre son propre père, et il allait régner jusqu'à sa mort en janvier 2020. Le pays qu'il avait hérité n'avait presque rien de bâti. Le pays qu'il a laissé possédait un code de construction qui refusait délibérément de rivaliser avec les villes du Nord, où les tours de Dubaï et de Doha dépassaient déjà les 300 mètres. Mascate resterait basse, le minaret resterait le plus haut. Et la règle a tenu bon pendant un demi-siècle. Vers 7h15, la ville commence à s'animer. Dans une rue résidentielle, à 5 minutes du port, un homme vêtu d'une dige d'achat blanche fraîchement repassée, cette robe de coton qui descend jusqu'aux chevilles et qui constitue l'uniforme quotidien de la vie publique omanaise, accompagne sa fille jusqu'au portail de son école. Sur le seuil d'une maison voisine, le brûleur de laiton fume encore faiblement. Les derniers effluves de l'encens du matin montent vers un ciel désormais couleur de lait pâle. Le voisin est déjà rentré chez lui. L'odeur, elle, reste accrochée au chambranle de la porte. C'est une habitude domestique plus ancienne que la circulation, plus ancienne que l'école, plus ancienne même que cette règle qui maintient les immeubles assez bas pour que le parfum puisse encore, chaque matin, atteindre la rue. Une femme en abaya longue et brodée traverse au coin de la rue. Derrière elle, 3 étages d'habitation, puis un mur, puis encore des habitations, puis le ciel. La ligne de la ville reste égale, plane, comme retenue. Une large part des Omanais sont assez jeunes pour avoir grandi tout entier dans ce nouvel Oman, et beaucoup des enfants qui marchent vers l'école ce matin n'ont jamais vu leur capitale sous un angle qui exigeait de lever la tête.
La ville, ici, épouse le corps humain plutôt que de l'écraser. On pourrait se demander ce que cela change, au fond, de grandir sans jamais avoir à lever les yeux vers une tour de verre, et chacun aura sans doute sa réponse. Une portière de voiture claque. Quelqu'un appelle un prénom à travers une cour intérieure. Un pigeon s'envole d'un muret bas, et le ciel derrière lui file, ininterrompu, d'un horizon à l'autre. Au crépuscule, les murs blancs prennent la teinte de l'abricot, et l'avant-dernier appel à la prière du jour traverse les mêmes lignes de toit qu'à l'aube. Le minaret demeure la chose la plus haute dans le cadre. Son ombre s'étire presque jusqu'au port. Un garçon à vélo traverse cette ombre sans ralentir, de la façon dont on traverse une chose qui a toujours été là, depuis avant la mémoire. Les lampadaires de la corniche s'allument un à un, chacun se tenant sagement en dessous du deuxième étage des bâtiments qui les surplombent. 800 km plus au sud, la règle tient toujours, mais c'est le climat cette fois qui refuse de se plier aux cartes. À Mirbat, sur la côte du Dhofar, le brouillard ne tombe pas, il avance de côté. Il entre depuis la mer d'Arabie à la fin du mois de juin et vient se heurter au versant vert des monts Kara. Et pendant 10 semaines, chaque année, un pays presque entièrement couleur de sable se met à ressembler à une pelouse détrempée. Les collines au-dessus du port se couvrent d'une herbe assez épaisse pour qu'on puisse s'y allonger. Des ruisseaux qui ne figurent sur aucune carte se fraient un chemin à travers le calcaire et viennent se rassembler contre les murs de pierre de maisons bâties 2 siècles plus tôt pour un tout autre climat. Un bateau de pêche repose à son mouillage dans une eau grise, sa coque perlée d'humidité. L'horizon, lui, a tout simplement disparu. C'est le Kharif, la mousson du sud-ouest, et Oman est le seul pays de toute la péninsule arabique à en connaître une. Elle s'étend, grosso modo, du 21 juin au tout premier jour de septembre. En dehors de ces semaines, le Dhofar est un désert. Pendant ces semaines-là, c'est un lieu dont le reste du Golfe peine encore à croire l'existence. Jusqu'à la fin du XXe siècle, ce phénomène météorologique restait presque une affaire privée. Les pêcheurs connaissaient la saison. Les familles bédouines qui menaient leurs chameaux vers les hauts pâturages la connaissaient aussi. Le reste du pays, lui, la connaissait à peine, et le reste du Golfe pas du tout. Puis, en 1998, l'État a fondé le festival touristique de Salalah, et cette saison secrète a reçu, du jour au lendemain, un calendrier, une brochure et un tarif. Ces dernières années, la fréquentation a approché, voire dépassé les 800 000 visiteurs. Sur la route qui mène à Mirbat, les plaques d'immatriculation affichent l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Bahreïn, le Qatar. Des familles du Golfe ayant roulé 2 ou 3 jours à travers le Roub al-Khali, le quart vide, pour venir s'asseoir sur une couverture dans l'herbe mouillée et laisser leurs enfants toucher une feuille. Sur une colline au-dessus de la ville, une famille venue de Dubaï a étalé son pique-nique. Le thermos est de ceux qui gardent le café chaud 6 heures durant. 2 enfants sont pieds nus dans l'herbe, un geste qui, chez eux, n'arrive jamais. Le père filme le brouillard, son téléphone tenu à hauteur de poitrine. La mère rit du froid. Il porte des polaires, en plein mois de juillet. Il fait 22 degrés, ce qui, sur la péninsule arabique au cœur de l'été, tient d'un petit miracle. Un miracle qui coûte un plein de carburant et une réservation d'hôtel. Qui n'a jamais parcouru des heures de route rien que pour retrouver, l'espace d'un instant, la fraîcheur d'un pays disparu de son enfance? Mirbat elle-même est bien plus ancienne que ce commerce nouveau. Le port précède l'économie de la mousson de 1000 ans. Au Moyen-Âge, c'était l'un des grands ports de l'encens sur tout le pourtour de l'océan Indien, l'endroit d'où l'on embarquait les chevaux arabes à destination des cours royales de l'Inde. La ville compte aujourd'hui environ 5000 habitants. Le fort qui domine le promontoire est reblanchi à la chaux tous les quelques années. Les barques du port sortent encore à l'aube pour la céréole et le thon. L'économie de la mousson n'est qu'une couche récente. L'ancienne, en dessous, continue de fonctionner. Dans une maison basse, au fond d'une ruelle à 2 rues de l'eau, une grand-mère resserre un châle humide sur ses épaules et allume un petit brûleur à kérosène juste à l'entrée de sa porte ouverte. 2 cousins sont descendus de l'intérieur des terres, où il n'a pas plu depuis 11 mois, amenant leurs enfants voir le ver. Elle pose la bouilloire sur le brûleur. Le parfum de la cardamome s'élève dans l'embrasure et rencontre l'odeur du calcaire mouillé qui vient du dehors. Et l'espace d'un instant, les 2 odeurs se tiennent ensemble sur le seuil, comme 2 mondes qui se saluent. Elle verse la première tasse courte, comme il se doit. Les cousins prennent leur tasse à 2 mains.
Dehors, le brouillard est descendu jusque dans la ruelle et un enfant le traverse en courant, riant, sans pouvoir apercevoir le mur au bout du chemin. Début septembre, les voitures venues du nord reprendront la route du retour. L'herbe jaunira en 3 semaines. Les ruisseaux redeviendront de simples traits sur un versant que plus personne ne foulera. Le fort, lui, gardera sa blancheur. Et quand les voitures du nord seront reparties, le pays retrouvera son horloge la plus ancienne, celle qui se mesure en tasses. La tasse que la grand-mère de Mirbat a versée est, dans sa forme et dans le geste qui l'accompagne, la même que celle qu'on lève à cette heure même dans un foyer de l'intérieur des terres, là où il n'a pas plu depuis 11 mois, là où la porte s'ouvre sur une cour couleur de paille. Une femme vêtue d'une longue robe brodée incline une cafetière de laiton vers une petite tasse sans anse posée sur un plateau. Sa main ne tremble pas. La dose est brève, pas plus de 2 doigts dans une tasse de la taille d'un dé à coudre. La cafetière est reposée entre chaque tasse, jamais tenue en suspens au-dessus du plateau. Ainsi l'invité entend-il le métal toucher le laiton et comprend que cette tournée s'achève et qu'une autre suivra. C'est le kahwa, le café à la façon omanaise. D'un or pâle, bien loin du brun sombre servi dans les villes du nord, légèrement torréfié où domine la cardamome, parfois relevé de quelques filaments de safran, parfois d'un clou de girofle. On le sert dans des tasses grandes comme un dé à coudre et on le reverse sans relâche jusqu'à ce que l'invité incline la sienne entre le pouce et l'index, ce petit geste qui signifie « cela suffit ». 3 tournées, c'est le minimum d'une visite convenable, pas le maximum. Le plateau qui accompagne la cafetière porte aussi des dattes ralas ce matin-là, collantes à la queue, empilées dans un petit plat qu'on remplit avant même qu'il ne se vide. La pièce où tout cela se joue s'appelle le majlis, cet espace de réception qui existe sous une forme ou une autre dans presque toutes les maisons omanaises un tant soit peu anciennes. Un long tapis, des coussins disposés contre 3 des murs, une porte basse que l'hôte franchit toujours le premier. Cette pièce est, en un sens, plus ancienne que la cuisine elle-même, car la cuisine sert la famille, tandis que le majlis sert tout le monde d'autres. Et un pays où n'importe qui peut arriver sans prévenir a, depuis très longtemps déjà, inscrit le majlis dans le plan même de ses maisons. La visite avance lentement, parce que la pièce elle-même a été conçue pour la lenteur. Les coussins invitent à s'asseoir et découragent de se relever trop vite. Une grande partie de ce qui reste tacite dans cette pièce fut autrefois enseigné, formellement. Après 1970e, dans la même vague de construction nationale qui a produit le code de hauteur des immeubles et le système scolaire, des associations féminines et des programmes de formation à l'artisanat domestique se sont répandus dans toutes les régions du pays. Comment tenir la cafetière, comment disposer les dates, combien de temps doit durer une visite convenable, et comment y mettre fin sans jamais prononcer le mot « fin ». Il existe aujourd'hui des antennes de ces associations dans chaque gouvernorat. Une formation sans éclat, presque invisible, et dont la conséquence est un pays où un étranger frappant à une porte au mauvais moment reçoit tout de même la première tasse courte, les dates à portée de main et une place où s'asseoir qui ne demande aucune excuse pour être arrivé là. La cafetière repasse, une 2e tournée. La conversation n'a pas haussé le ton. Un enfant est entré dans la pièce puis reparti, une date à la main. La cafetière se repose sur le plateau. La fille de l'hôte, 12 ans, observe la façon dont la tasse est offerte, dont le plateau est porté, dont la cafetière se repose de manière à toucher le laiton. Elle apprend par le regard, comme son hôtesse de mer l'a appris avant elle, comme la mère de celle-ci l'avait appris avant elle encore. Une fenêtre donnant sur la cour est ouverte. Au-delà du mur, le minaret blanc de la mosquée du quartier se laisse deviner, et l'appel à la prière de midi traverse les toits de la même façon que l'appel de l'aube avait traversé Mascate quelques heures plus tôt. La chaleur fait vibrer l'air au-dessus du mur, derrière le minaret. La visite marque une pause. L'hôte se lève. La cafetière reste au chaud sur son petit brûleur. L'horloge qui rythme cette pièce est une seconde horloge, plus lente, celle qui bat en dessous du calendrier touristique et en dessous aussi de celui du pétrole. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Cette horloge-là a été remontée en 1970e. Avant cette date, la porte était verrouillée. Durant l'été 1969e, un enfant était assis à une table de bois dans une maison de village côtier, lisant à voix haute un Coran emprunté en le déchiffrant à l'oreille, faute d'école accessible à proximité. La lumière sur la table venait d'une seule lampe à huile. Il n'existait pas d'électricité publique dans ce village, ni d'ailleurs dans la majeure partie du pays. Le Coran était emprunté, faute de bibliothèque.
et l'enfant lisait à l'oreille parce que la seule personne du foyer sachant lire l'avait elle-même appris de la même manière, auprès de quelqu'un qui l'avait appris ainsi avant elle, aussi loin que remontait la mémoire de quiconque. Le sultan de ces années-là s'appelait Saïd Ben Taïmour. Il régna de 1932e à 1970e et avait décidé, contre l'avis de presque tous ses conseillers, que le pays resterait scellé face au XXe siècle. Sa logique était austère et sans faille. La modernité, croyait-il, apportait la dette, l'influence étrangère et l'instabilité politique. Il en refusa donc l'essentiel. En 1970e, après 38 années de son règne, le pays ne comptait que 3 écoles formelles, toutes primaires, toutes réservées aux garçons, pour un effectif combiné d'environ 900 élèves. Il n'existait qu'un seul hôpital, tenu par une mission américaine. On y comptait environ 10 km de routes goudronnées, tous situés dans l'enceinte de la capitale. Le système des permis en disait long, lui aussi, sur cette époque. Un jeune homme de Sour, souhaitant se rendre à bicyclette chez son oncle, devait déposer une demande auprès de son wali de district et attendre. Un marchand de Mutra désirant des lunettes de soleil contre l'éclat du port faisait de même et attendait. Un garçon voulant partir étudier au Caire ou à Karachi déposait une demande et se voyait presque toujours refusé. La radio était interdite dans de nombreux districts. Les portes de la capitale fortifiée se fermaient au crépuscule et ne rouvraient qu'à l'aube. Dans le sud, le pays était aussi en guerre contre lui-même. La rébellion du Dhofar, qui cordue du milieu des années 1960e au milieu des années 1970e, fut une insurrection de guérilla menée par des combattants de gauche dans ces mêmes montagnes surplombant Mirbat, où le brouillard amène aujourd'hui des familles en pique-nique. Des villages entiers furent dépeuplés, des puits furent empoisonnés. Les Britanniques fournirent officiers et appuis aériens aux forces du sultan. Les combats ne prirent fin, proprement, qu'en 1976e. Nombre des hommes qui arpentent aujourd'hui les falaises au-dessus de Mirbat en tant que gardes forestiers ou qui s'attardent le soir dans l'ombre d'un majlis sont les fils et petits-fils de ceux qui, alors, avaient choisi un camp ou qui avaient perdu des proches des deux côtés de cette guerre. Le 23 juillet 1970e, le sultan Kabou Ben Saïd déposa son propre père lors d'un coup de palais à Salalah. Son père fut envoyé par avion à Londres, où il devait mourir 2 ans plus tard, dans une suite de l'hôtel Dorchester, en exil et presque seul. Kabous avait 29 ans. Le pays qu'il héritait affichait, selon la plupart des estimations, un taux d'alphabétisation inférieur à 10%. En 5 ans, des centaines de nouvelles écoles avaient été construites. En 10 ans, les filles occupaient des salles de classe dans des proportions sans précédent dans toute l'histoire du pays. En 20 ans, les routes goudronnées avaient atteint l'intérieur des terres. La porte, verrouillée de l'intérieur, venait de s'ouvrir et beaucoup de choses, d'un seul coup, s'y sont engouffrées. L'enfant assise à cette table de bois en 1969e, si elle est toujours en vie, a aujourd'hui la soixantaine passée. Ses propres enfants sont allés à l'école, ses petits-enfants y sont, ce matin même. Et cette même vague de construction nationale qui les a menés jusqu'à leur pupitre a fini, avec le temps, par atteindre aussi les ateliers où les métiers de leurs grands-parents étaient déjà à moitié oubliés. C'est ici, précisément, que l'histoire se resserre, d'un pays tout entier jusqu'à une seule paire de mains. Dans un atelier en bordure de Bala, à l'intérieur des terres, à 2 heures de route de la côte, un potier est assis à son tour, celui-là même qu'on actionne au pied. Son nom, dans le village, tout le monde le connaît. Ses mains, elles, le portent mieux qu'aucun nom ne saurait le faire. Le tour est en bois, si vieux que le grain a foncé à l'endroit où repose son talon. Et l'argile entre ses doigts, c'est cette terre rouge-brun locale, cette couleur que les Omanais désignent simplement par le nom du lieu d'où elle provient. Il est assis à ce tour depuis 41 ans. Son père y était assis avant lui. La forme qui s'élève sous ses pouces est celle d'une jarre à eau, d'un modèle qu'on façonne dans cette oasis depuis au moins 3000 ans. Bala est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987e, pour son fort en briques de terre crue et les murailles d'oasis qui l'entourent, l'une des installations les plus anciennes de toute la péninsule arabique à être habitée sans interruption. C'est aussi, par un choix discret de l'État, un endroit où l'on peut encore, aujourd'hui, faire vivre une famille grâce à la poterie.
Dans les années 1980e, tandis que les revenus pétroliers commençaient à redessiner le pays, le gouvernement s'est trouvé face à une question que la plupart des économies pétrolières ne se posent jamais à voix haute. Qu'advient-il des métiers lorsque plus personne n'en a besoin pour vivre ? La réponse qu'Oman a inscrite dans sa politique fut que certains artisanats seraient salariés. L'autorité publique pour les industries artisanales, établie en 2003 sous sa forme actuelle, achemine formation, équipement et allocation vers les potiers de Bala, les orfèvres de Nizwa, les tisserands du Sharqiya, les constructeurs de bateaux le long de la côte. Le tour continue de tourner parce que l'État a décidé qu'il tournerait. La jarre grandit sous ses mains à une vitesse qui n'a d'équivalent dans presque rien de ce que fabrique ce siècle. Il mouille un pouce. Il élargit le bord de l'épaisseur d'un ongle. La paroi de la jarre est désormais plus fine que celle d'une tasse à thé, et pourtant, elle tient sa forme. Devant la porte ouverte, 3 apprentis, la vingtaine, pétrissent l'argile contre une dalle de pierre. Leurs diges d'achat sont poudrées de terre aux genoux. L'un d'eux est le neveu du potier. Un autre vient d'une famille qui n'a jamais touché à la poterie et qui a rejoint le programme 3 ans plus tôt, simplement parce que l'allocation versée dépassait ce qu'il aurait pu trouver comme travail à Mascate. L'État le paie pour apprendre ce que le potier sait. Le potier est payé pour le lui transmettre. Sur les falaises au-dessus de Mirbat, 800 km plus au sud, un homme bédouin en uniforme beige longe la limite d'un wadi protégé, comptant les bouquetins aux jumelles suspendues à son cou. Son grand-père menait ses chameaux sur ce même versant et dormait, les nuits froides, sous ce même surplomb rocheux. L'homme porte l'uniforme de l'autorité de l'environnement. Sa radio grésille une fois, puis se tait. C'est un métier que son grand-père n'aurait pas reconnu, sur un versant que son grand-père, lui, aurait su reconnaître les yeux fermés. Ce même versant, on le retrouve à Bala. Le potier soulève la jarre achevée et la dépose sur une planche, parmi les autres, pour qu'elle sèche. Il y en a 14 sur la planche ce soir-là. Demain matin, il y en aura 20. D'ici la fin du mois, le four au fond de l'atelier sera chargé, le feu sera allumé à 4 heures du matin et les jarres en sortiront couleur de la terre locale, la couleur qu'elles ont toujours eue. Le minaret au centre de Bala appelle à la prière de l'après-midi. Le tour ralentit. Le potier s'essuie les mains sur un chiffon qu'on utilise depuis plus longtemps que certains de ses apprentis ne sont en vie. Il se lève, il marche vers la porte. La lumière dehors a pris cette couleur d'abricot, la même qu'au-dessus de Mascate, à la tombée du jour, 800 km plus au nord, dans une ville qui a décidé, il y a un demi-siècle, de ce qu'elle s'autoriserait ou non à devenir. Il laisse la porte ouverte derrière lui. Le lendemain, lorsque le potier reviendra s'asseoir à son tour, l'appel à la prière aura déjà traversé Mascate une nouvelle fois, et l'homme à la dige d'achat blanche, fraîchement repassée, accompagnera de nouveau sa fille jusqu'au même portail d'école. Le brûleur de laiton fumera faiblement sur le seuil du voisin. Le minaret restera la chose la plus haute de tout l'horizon. Il sera 6 heures du matin. La lumière n'aura pas encore choisi sa couleur. À Mirbat, le brouillard reviendra à la fin du mois de juin. La bouilloire de la grand-mère attend, posée sur une étagère. Le fort du promontoire a été reblanchi au mois d'avril dernier. 3,5 millions d'habitants. 5 décisions silencieuses. Et un tour de potier qui, aujourd'hui encore, continue de tourner, comme pour rappeler que certains pays ne se mesurent pas en gratte-ciel, mais autant qu'on accepte encore de prendre pour verser une tasse de café, ou pour façonner, à la main, une jarre qui durera plus longtemps que celui qui l'a faite.